Aloha et bienvenue dans l'émission Souriez, c'est auto-édité. Une émission pour donner de la voix aux indés. Bonjour Audrey, Bonjour Adi. comment tu vas? Bah écoute, bien et prête pour ce nouveau format qu'on tourne aujourd'hui. Donc bah, j'espère que ça va aussi plaire aux gens parce qu'on a quand même pris un peu de temps à revoir tout ça, à mettre chacune nos idées. C'est vrai que pour la petite histoire, on s'était appelé pour dire ah viens on en discute un petit peu et je crois qu'au final on en a discuté pendant 3 heures de temps pour bien réfléchir un peu à tout ce qu'on voulait mettre dans cette nouvelle émission, enfin ce nouveau format de l'émission. Très hâte qu'on puisse passer ces petits moments privilégiés du coup avec les auteurs auto-édités et les autrices auto-éditées. Donc l'idée c'est qu'on ait environ 30 minutes d'échange avec des défis, des interviews, la lecture, enfin il y a un peu de tout, donc ça va être trop chouette. Est-ce que tu veux bien rapidement nous dire qui tu es, ce que tu fais, avant qu'on puisse passer à nos invités? Oui, donc je suis Audrey de l'Appel Graphique. Je suis graphiste illustratrice et je fais de la gestion de projets aussi. Donc j'ai une boutique en ligne. De temps à autre, je fais aussi des couvertures pour les auteurs, du moins ça m'est déjà arrivé. Et puis je fais de la gestion de projet de manière générale dans le web. Donc ça a tendance à bien m'occuper en plus de la lecture. Voilà. Ça fait déjà un beau programme. Et du coup, toi, Abby, qu'est-ce que tu nous réserves? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que ça va arriver, des personnes vont arriver ici sans savoir qui on est. Moi, je m'appelle Abby, je suis la créatrice du portail de l'auto-édition qui existe depuis mai 2020. Je suis passionnée par la littérature indépendante et du coup, je mène 1001 projets pour mettre en avant les auteurs et les autrices auto-édités. Je ne vais pas lister tous ces projets ici parce que sinon demain on y est encore. Mais l'émission en fait partie, donc l'idée voilà, c'est de pouvoir les valoriser, les mettre en avant. Donc je fais plein de choses, je fais des chroniques littéraires, partage les nouveautés auto-édition tous les trimestres. Enfin voilà, je fais un tas de choses très différentes. J'ai un podcast, une chaîne YouTube et j'ai aussi cette émission que j'ai le plaisir de co-animer avec toi. Donc voilà, le principe c'est qu'on puisse passer un petit moment avec des auteurs et des autrices auto-édités qui ont paru un livre très récemment. Aloha Hélène Winter, merci beaucoup à toi de te joindre à nous pour cette nouvelle émission de Pour sourire, c'est auto-édité. Avec Audrey, on est vraiment très ravis de te recevoir ici. Bonjour et merci, à vous 2 de m'accueillir, ici et je suis très honorée et très heureuse aussi de pouvoir partager avec vous, cet univers et mon parcours. On ne va pas dire qu'on vient de galérer 3 fois à recommencer cet enregistrement, mais on va le dire quand même. Plein de petits soucis techniques, mais tout va bien. Je n'en dis pas plus, on découvrira ça dans le bêtisier qui sortira un moment donné dans l'année. Merci Audrey. En tout cas, Hélène Winter, on est vraiment très heureuse de te recevoir. On va pouvoir en apprendre davantage sur toi en tant qu'écrivaine, mais également sur ton ouvrage qui s'appelle Le Dernier Dragon, qui est une romantasy. Est-ce que pour commencer, tu veux déjà bien nous dire qui tu es, ce que tu écris, et cetera, qu'on en sache un tout petit peu plus sur toi avant que l'on passe à la suite des réjouissances, s'il te plaît? Alors, je suis Hélène Winter, je suis une autrice auto-éditée dans le genre de la fantasy. J'écris depuis, fin 2021 et j'ai un actif, plus de 20 romans publiés donc sur, Amazon et toutes les autres plateformes numériques. Principalement, là, en ce moment, j'écris de la romantasy et des one shots. Super, on va pouvoir, te poser, plein de questions. On a plein de choses, qui nous attendent. On a, la découverte d'un extrait, on va écouter le début, à la toute fin de l'émission, je vais lire le premier chapitre de ton ouvrage pour pouvoir le faire découvrir aussi, aux lecteurs et aux lectrices qui écoutent cette émission. On va également te mettre au défi, pour pitcher ton roman et on va te poser plein de questions qui vont venir un petit peu bousculer, en toute bienveillance évidemment, tes émotions, en tant que personne qui évolue dans le monde de l'auto-édition, qui écrit et cetera et cetera. Est-ce que tu es prête pour cette émission? Oui. Super. Eh ben, écoute, pour commencer, si tu le souhaites, si tu es, d'accord, on va te laisser lire l'extrait, que tu as choisi, pour aujourd'hui, pour, voilà, nous immerger un petit peu plus dans ton univers. Une secousse plus importante que les précédentes me pousse à m'agenouiller. Je n'ai pas le temps de me relever qu'une masse assombrit le ciel auréolé d'or au-dessus de ma tête. Retenant ma respiration, je redresse fébrilement le menton. Ma mâchoire se détache, je me fige, un vent brûlant frôle mon visage, accélère mes pulsations cardiaques. Mon cœur est sur le point de sortir de ma cage thoracique. Une gueule immense me fait face, j'aperçois des croix serrées, une peau craquelée de plusieurs nuances de rouge, deux yeux d'un ocre hypnotisant s'ancrent dans les miens. Les larmes s'accumulent sous mes paupières, je me mets à trembler comme une feuille bousculée par un vent puissant. Je le sens en moi, il prend toute la place. C'est comme si j'étais devenue lui, l'espace d'un instant.
Notre lien n'a jamais été aussi intense. Son feu coule dans mes veines, illumine mes cellules, se mêle à mes propres braises pour produire un chant d'une pureté saisissante. Ne pouvant plus contenir mes émotions, j'éclate en sanglots. Un dragon en face de moi, mon dragon, ma moitié, celle que j'ai dénigrée, celle qui m'a fait grandir. Merci beaucoup pour cette lecture. Avec Audrey, on a plusieurs questions à te poser. Je me permets de commencer. Audrey, je te pique la place. Ma toute première question étant pourquoi avoir choisi cet extrait? Parce que c'est alors déjà, c'est la première rencontre entre Arès, le dragon de Hazel et Hazel. Ils s'étaient jamais rencontrés avant, juste ils parlaient par la pensée et en fait, Hazel, elle a, comment dire, une relation assez particulière avec Arès puisqu'au début, quand il s'est connecté à elle, elle l'a un peu, rejeté en fait parce que, les dragons, donc dans le royaume de Sovenia, sont, comment dire, pas bien considérés et le peuple auquel ils appartenaient était, considéré comme, des personnes, pas des mauvaises personnes, enfin si, ils étaient, comment dire, ils ont créé en fait, une guerre, ce qui fait que, leur, comment dire, ce peuple-là a été un peu dénigré par les Sovéniens et donc elle, quand elle a découvert qu'elle avait, bah, qu'elle a été marquée en fait d'un dragon, pour elle, c'était pas possible parce qu'elle a toujours, suivi les règles, elle a toujours, vénérer son roi et cetera et elle se retrouve avec, un dragon sur le dos et donc lors de cette rencontre, donc qui se passe, beaucoup plus tard dans l'histoire, elle se rend compte que, bah, elle pouvait pas, en fait vivre sans Arès et que, elle est à la fois émue de le rencontrer et aussi, elle culpabilise aussi beaucoup parce que, bah, c'est une partie d'elle en fait qu'elle a rejetée et elle s'en rend compte maintenant et je trouvais que c'était un passage très, très émouvant et l'un des passages les plus, importants, je dirais, de l'histoire. Donc ce n'est pas anodin. Non. Et justement, je vais rebondir parce que ça tombe juste parfaitement par rapport à une question que j'avais préparée. Donc comme quoi, hein, je fais pas que des bêtises aujourd'hui. Rattrape-toi, Heu, rattrape-toi. dans l'extrait, il y a, Hazel qui tremble, qui éclate en sanglots lors de cette fameuse rencontre. Est-ce que pour toi, c'était important de montrer que, une héroïne, elle peut aussi être submergée, par les émotions? Plutôt que de mettre, bah, un moment, héroïque parce que forcément quand on parle de dragon souvent c'est, héroïque, incroyable, de montrer en fait que, un personnage peut aussi être, vulnérable et pas que, badass comme on dit, aujourd'hui. C'était important pour toi? Oui et surtout Hazel en plus, qui est une personne, très douce, elle est guérisseuse donc elle est très tournée vers les autres, elle sait pas enfin alors elle a appris un peu à se battre mais elle aime pas, tuer, c'est pas son truc, enfin elle est très, très douce, très voilà, très, puis elle aime pas voyager, enfin c'est tout un monde qui s'est découvert à elle et le fait qu'elle soit vulnérable aussi devant Arès, c'est, bah, déjà un trait de sa personnalité et je pense que c'est aussi important de montrer que, bah, une héroïne, même si elle vit des choses incroyables, bah, ça reste une personne, comme nous toutes, donc avec des émotions, avec des faiblesses, et heu et je trouvais ça important de le mentionner, de le montrer surtout. Ça la rend encore plus humaine, en fait. Voilà, c'est ça. Complètement, complètement et cet extrait, on sait qu'il vient du chapitre 30 parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu veux bien nous le situer un petit peu d'un point de vue histoire dans ton œuvre? Qu'est-ce qui se passe un petit peu avant? Pourquoi ça arrive au chapitre 30? Ce qui est un peu, je sais pas combien tu as de chapitres dans ton roman, mais ça fait quand même un bon moment que l'histoire elle a commencé, donc comme tu dis, ils viennent seulement de se rencontrer là physiquement, même s'ils se sont déjà un petit peu parlé avant. Donc c'est peut-être un peu tard dans leur relation. Ils se rencontrent pas tout de suite du coup, de cette façon. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Oui, il y a une raison. Alors, il y a 50 chapitres dans mon roman, Donc on est plutôt sur dont la des fin alors, chapitres enfin on est sur un bon 2/3 du roman, oui, un entamé. bon 2 Ouais. tiers. C'est ça. En fait, Mmh. c'est que, alors au début du chapitre, donc, il y a la Hazel qui est du coup dans la capitale de Slovenia, et en fait, au moment où Arès se connecte à elle, il y a le moment où, du coup, le roi découvre qu'elle est marquée et le moment où le protagoniste masculin, Kallen,
va l'aider à, bah, retrouver Arès et en fait, au moment où, elle est marquée, au moment où il y a cette rencontre avec Arès, il se passe, pas mal de choses, au cours de leur chemin puisqu'en fait, Arès, il se trouve à l'autre bout du royaume, elle, elle se trouve tout en bas et donc c'est pour ça aussi que leur rencontre, elle arrive plus tard parce qu'il y a tout un cheminement, entre qui arrive en fait et aussi, cette rencontre, elle arrive à un moment donné où en fait, Hazel a compris son lien aussi avec Arès parce que pendant les chapitres, précédents, Hazel, elle travaille un peu son lien avec Arès qui est très fragile, très fébrile puisque, elle n'arrivait pas encore trop à l'accepter et au fur et à mesure, elle commence à l'accepter et c'est parce qu'elle commence à l'accepter aussi que cette rencontre, a lieu. Oui, du coup, ça aide, ça facilite un peu les choses à ce Mmh, moment-là, ça les favorise en tout cas. c'est ça. Est-ce que tu as une question, Audrey? Oui, hem, que ça soit, dans l'extrait, donc on a, Arès qui a la peau, craquelée de plusieurs nuances de rouge, les yeux qui sont, ocre hypnotisant. Donc c'est des tons assez chauds, même au final la couverture, c'est pareil, elle est dans des tons, très, très chauds. Est-ce que c'est uniquement pour, représenter, l'élément du feu ou est-ce que ça a une signification plus importante dans l'histoire? Oui, puisque, en fait, dans l'univers, il y a 4 espèces de dragons, qui et chaque espèce, en fait, a des, particularités différentes et Arès fait partie des Flernix, donc ce qui est une espèce de dragon, qui ont les écailles, en fait, un peu rouge orangé et contrairement à d'autres qui sont plus bleus ou d'autres qui sont plus verts. C'est vraiment une particularité, du coup, de cette espèce-là. Donc là, c'était vraiment pour représenter l'espèce du dragon auquel appartient Oui, Arès, c'est c'est ça? ça. Et le fait que Hazel se lie à ce dernier dragon qui appartient à cette espèce-là, c'est ça a une symbolique particulière? Ou ça aurait pu être une autre espèce de dragon, c'était OK aussi? Ça aurait pu être, mais ça aurait pas donné la même chose puisque chaque dragon a une particularité. Enfin, ils ont un caractère et par exemple les Flernix, ils sont assez intrusifs et ce qui rend en fait, Arès comme il est et sa connexion avec Hazel aussi, c'est que, bah, comme Hazel, elle renie un peu, lui, Arès, en fait, il est tout le temps dans son esprit pour lui dire, «Je suis là, je t'abandonne pas, on y va ensemble». Des fois, Mmh. il est même un peu lourd parce Un que peu trop là. Hazel, elle veut et ça, c'est une particularité, commune aux Fernis que les autres Mmh. espèces n'ont pas. Oui, d'accord, oui, donc c'est vraiment important, c'est vraiment un point essentiel, Mmh. autant pour le dragon que pour la relation entre le dragon et sa dragonnière, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai une autre question aussi, à la fin donc de l'extrait que tu nous as lu, heu, on parle du fait que, Hazel a dénigré cette partie d'elle, comme tu l'as expliqué jusque-là, c'est quelque chose qu'elle a rejeté dans un premier temps. Elle n'était pas du tout, pour ce lien et cetera. Est-ce que, tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi elle a rejeté, ça? Puisque c'est comme si elle rejetait une partie d'elle, une partie de ce qui faisait de son identité, puisque finalement dans le texte, tu écris quand même qu'elle a retrouvé sa moitié, donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'était vraiment, quelque chose qui est très, très important pour elle et pour, sa personnalité, pour elle tout entière, en fait. Oui, oui, puisque en fait, donc Hazel a été, donc c'est une enfant, qui a été adoptée. Ses parents, elle les a pas connus, donc elle était tout bébé, hein, quand elle a été adoptée et en fait, la raison pour laquelle, en premier lieu, elle a dénigré, Arès, c'est parce qu'elle apprend que, bah, ses parents, font partie du coup du peuple des dragonniers, alors qu'elle, elle a toujours cru que, bah, elle était une Sauvegnane, à 100 et qu'elle avait aucun lien avec les dragonniers, avec ce qu'ils avaient fait dans le passé et Mmh. c'est pour ça aussi qu'elle accepte pas Arès au départ parce qu'elle sait, elle en veut pas de cet héritage, en fait. Elle en veut pas, elle veut juste vivre sa vie tranquille, soigner ses patients, voilà, passer du temps avec sa tante, enfin, elle veut pas tout ça. Mais, elle est obligée de l'avoir puisque, bah, ce lien-là, en fait, c'est Arès qui l'a choisi et elle peut pas s'en défaire. Et j'ai une petite Donc question, je sais pas si tu peux nous en parler ou si ça va spoiler l'histoire, donc dans ce cas ne dis rien. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment la marque s'est faite?
Je peux juste te dire que, elle était tranquille chez elle Très bien. et qu'elle est apparue sur son dos. Autrement, ensuite, les descriptions, les émotions, je laisse pour les lecteurs. Mais bien sûr, on va garder une part de mystère et de suspense, c'est important. Est-ce que tu as une autre question, Audrey? Pour ma part, moi, j'ai assez exploré, cet extrait et j'ai envie qu'on passe à la suite. Ouais, c'est bon pour toi? OK, Oui. super. Pour la suite de l'émission, on va te mettre au défi qui est le défi pitch 30 secondes. Donc est-ce que tu es prête? Oui. Le principe, c'est que ça porte bien son nom, tu auras 30 secondes pour nous pitcher ton roman. Donc moi, je vais prendre un chrono, je te fais un décompte de 3, 2, 1 et ensuite, tu te lances. OK? OK, laissez-moi respirer. Vas-y, je te laisse respirer. Tu me dis quand tu es prête. OK, c'est bon. 3, 2, 1. Imaginez si du jour au lendemain, vous êtes, celui qu'on voit, celui qu'on évite, celui qu'on méprise, pour un passé que vous n'avez jamais connu. Bah, Hazel, elle a hérité d'une étiquette, de ses ancêtres qu'elle n'a jamais désirée et pourtant elle va faire un choix, qui va bousculer son existence, faire confiance à ce dernier dragon auquel elle s'est liée et à la seule personne qui est prête à lui tendre la main. Cette histoire, tu peux la découvrir dans Le Dernier Dragon. Eh bah, super, Oh mais bravo. c'était Impeccable. Bien joué. Tu as relevé le défi. Ça a été, ça va. c'était chaud au début, c'était chaud. Ouais, c'est le temps, en fait, c'est le coup de pression du début. Il y a toujours quelques secondes où les autrices sont en mode: «Attends, qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà?» C'est normal, c'est normal. Si tu es maintenant prête pour la suite, nous allons passer à l'interview, authentique qui pique. Donc avec Audrey, on va te poser plein de questions super sympas pour en apprendre un peu plus sur toi. Je vais poser la première question. Ça fait combien de temps que tu écris? Ça fait combien de temps que tu t'es lancée dans l'auto-édition? Je me suis lancée dans l'auto-édition. Mon premier roman, je l'ai publié fin 2021. D'accord, donc ça fait quelques années maintenant. Oui, Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'auto-édition? j'ai fait une dépression sévère il y a quelques années, donc j'avais 20 ans à peu près et en fait, l'écriture m'a énormément aidée, enfin ça m'a sauvée. Alors quand je dis écriture, c'est pas forcément écrire des univers, c'est surtout, enlever ce qu'il y avait dans Mmh. ma tête et je me suis dit, ensuite j'ai eu une idée d'histoire et je me suis dit: «Annelle, si tu l'écris pas, en fait, tu l'écriras jamais cette histoire». Donc j'ai commencé à l'écrire. J'ai commencé à écrire le premier jour du premier confinement. Donc moi, personnellement, le Covid m'a beaucoup aidée. Ça a été très salvateur Et finalement. oui et je me suis dit et maintenant je sais que, si l'écriture, m'a aidée à un moment où, tout était noir autour de moi, je sais que, mes romans peuvent aider aussi d'autres personnes. Donc voilà pourquoi j'écris. Ça marche. Tu une question, Audrey? Oui. En même temps, je réfléchis à chaque fois à la prochaine question. Mmh. Je me dis: «Bon, celle-là, OK, OK». Du coup, comme ça fait plusieurs années, que tu es maintenant, auto-éditée, est-ce qu'il y a eu un moment là où tu as failli, abandonner justement ce parcours en auto-édition? Oui, Ah oui? Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? On est curieuses. oui, bah, c'était l'année dernière en 2025 où, j'ai eu une période, personnelle, assez compliquée. Et en fait, au même moment alors, faut savoir qu'avant j'écrivais de l'urban fantasy. Enfin, j'ai commencé à me publier avec de la fantasy épique. Ensuite j'ai switché pardon, vers l'urban fantasy et en 2025, je sentais que l'urban fantasy ça me plaisait mais que, j'avais ce truc où, je regrettais un peu la fantasy, ce que j'écrivais avant. Et je me suis dit et j'étais là en mode, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue l'urban fantasy? Est-ce que je reviens à la fantasy? Et quand j'ai commencé à écrire La Brume des dragons, qui, du coup mon premier one shot, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs l'année dernière
et quand j'ai écrit, je savais pas du tout où est-ce qu'il allait me mener parce que c'était le 1er one shot que j'écrivais, la première romantasy que j'écrivais. Je savais pas du tout si mes lectrices, elles allaient me suivre puisque la plupart d'entre elles, bah, m'ont connue, avec l'urban. Donc il y a un petit risque aussi et j'avais beaucoup de doutes à ce moment-là, et à chaque fois que je doutais, je recevais toujours un message d'une lectrice, qui me disait, «J'adore tes romans, continue, c'est super», donc j'ai continué. Donc finalement, tu as eu une période de doute, mais ça t'a pas submergée, tu t'es pas laissée couler à cause de ça? Non, parce que je savais que, l'écriture, c'était hyper important pour moi et que je pouvais pas abandonner ça et que je savais que ça allait m'apporter quelque chose, qu'il y avait autre chose, derrière ces doutes et qu'il fallait pas que je lâche quoi, tout simplement. Et c'est ce pourquoi tu continues d'écrire aujourd'hui? Parce que ça te fait du bien principalement, c'est ça? Oui, ça me fait du bien et je sais aussi que ça fait du bien à mes lectrices et il y a ça aussi, je pense que enfin, en tout cas, avec tout ce qui se passe, dans le monde aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de lumière, de quelque chose de bon et de sain et je pense que l'écriture, enfin l'art en général et les romans que j'écris, je veux vraiment qu'ils soient une safe place pour mes lectrices, un endroit où elles se sentent bien, où elles sont pas jugées, qu'elles sont juste elles et c'est pour ça aussi que j'écris. Mmh. Un endroit où il fait bon de rêver finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans la voie de l'auto-édition? Depuis que tu as commencé ou même encore aujourd'hui d'ailleurs? Je dirais, après je pense c'est plus au niveau, l'entrepreneuriat, en soi, c'est le côté un peu, on ne sait pas ce que demain sera fait, dans le sens où, voilà, là, j'ai, tel revenu ce mois-ci. Est-ce que le mois prochain, j'aurai, les mêmes revenus? Est-ce que ça aura baissé? Hem, enfin, du coup, l'auto-édition, oui, c'est beaucoup une question bah, on sait enfin, quand on publie un roman, on sait jamais trop, si ça va suivre, si la communauté sera là, si, il sera bien visible. C'est, c'est surtout ça, oui, ces petits doutes-là. C'est des peurs avec lesquelles tu continues d'avancer aujourd'hui ou tu arrives un peu à les surpasser? Non, je suis, moins stressée par rapport à ça. Super. Mais disons que j'apprends à me laisser tranquille, vis-à-vis de ça. Tu arrives à te détendre un petit peu quand même. Oui, oui, oui. Bon, bah, tant mieux, c'est déjà pas mal. Parce que bon, c'est vrai que les peurs, c'est bien, mais si ça nous paralyse complètement, finalement, c'est un peu dommage, du coup. Oui et puis ça c'est contre-productif à la fin donc C'est vrai. Vas-y Audrey, je vois que tu trépignes de poser ta question. Est-ce que à travers, ce roman ou d'ailleurs un autre roman que tu aurais écrit, tu as un message, spécifique à transmettre, à tes lecteurs? Je pense que, dans beaucoup de mes romans, il y a ça qui ressort, c'est, déjà l'amitié. Je sais que, moi j'ai la chance d'avoir des amis incroyables et je l'honore dans mes romans où l'amitié est beaucoup présente et il y a cette acceptation aussi de soi ou de se dire: «Bah, OK, c'est pas parce que, tu pas bien que tu vis des trucs, comment dire? Enfin, les héroïnes, elles vivent souvent des trucs, assez waouh, incroyables et cetera, mais derrière, il y a ce côté aussi, bah, repousser, on va dire, ses limites, heu, s'accepter aussi, comme on est, avec ses failles, avec ses qualités, hem et ce côté aussi un peu, bah, l'entraide qui est toujours là malgré le fait que, il y ait des catastrophes tout le temps, que ce soit le bordel, Oui, 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 je vois complètement ce que tu veux dire et c'est une chouette valeur l'amitié donc je trouve ça chouette, que tu la mettes vraiment, au centre de tes écrits. C'est le tu mêles la fantaisie, à l'amitié quoi, donc c'est pas mal. C'est une bonne base. Hem, moi j'ai une autre question pour toi. Est-ce que, comme ça fait quelques années que tu écris, si ton toi de 2021 pouvait rencontrer ton toi d'aujourd'hui, au niveau de ton parcours, dans l'auto-édition et cetera, du chemin que tu as pu faire jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rendrait fier
qui rendrait fier ton toi du passé par rapport voilà, à tout ton chemin, tes avancées, tes publications, et cetera, et cetera. Ouais, je lui dirais, «Meuf, tu géré de fou, en fait, parce que t'es partie de rien et regarde là où tu en es, enfin franchement, c'est juste dingue, donc continue parce que t'es sur la bonne voie». Ouais. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui te rend fière ou est-ce que c'est vraiment un ensemble par rapport à tout ce que tu as pu faire jusque-là? Il y a un ensemble et aussi le fait que, bah, quand j'ai commencé à écrire, j'avais jamais écrit avant, je j'écrivais pas quand j'étais petite non plus. J'inventais des histoires dans ma tête, mais c'est jamais sorti, de ma tête et là, le fait que, j'écrive du coup des romantaisies alors que, ouais, avant j'écrivais pas de romance du tout, j'aimais même pas ça et maintenant je trouve ça assez drôle que je me tourne vers ça aujourd'hui. Je pense que j'accepte aussi de mieux en mieux qui je suis et donc ouais, je suis fière de ça pour le coup. Trop chouette. Est-ce que tu as une autre question, Audrey? Oui, bah, du coup, je vais rebondir sur, ta question effectivement. Est-ce que, tu aurais est-ce qu'il y a un aspect ou quelque chose que tu aurais aimé apprendre, plus tôt dans ton parcours? Mmh, alors là, c'est toujours, délicat comme question parce que je pense qu'on apprend en faisant, en fait, en expérimentant donc moi je sais que enfin, on a beau te donner des conseils, c'est tu fais et tu vois, en fait, ce que ça donne en fonction de toi, Mmh. et de comment tu sens les choses, par exemple, je sais que, on peut donner plein de conseils sur comment écrire, un roman, la structure et cetera à avoir, mais je pense que le principal, c'est déjà de ressentir avant d'écrire, l'histoire. Parce que si tu le ressens, si tu es fier de ce que tu écris, ça se ressentira forcément dans comment tu vas l'expliquer sur les réseaux sociaux, donc comment tu vas communiquer parce que tu seras fier de ce que tu écris. Je pense que c'est ça, le conseil, je pense que j'aurais voulu entendre plus tôt, c'est, sois fier de ce que tu écris. Pas forcément, écrit, soit dans la stratégie, pour vendre ta ou ça, mais juste, déjà d'une, sois fier parce qu'à partir du moment où tu seras fier de ce que tu auras écrit, tu le montreras et ça se verra et si ça se voit, en fait, si ça se répercute, c'est un effet, boule de neige, quoi C'est ça, c'est un cycle et les gens le vertueux, en sentent. fait. Mmh. C'est ça. C'est un cycle et un cercle vertueux, c'est que, du coup, comme tu es authentique dans ce que tu fais et dans ce que tu partages, en face, ton lectorat va le ressentir et va apprécier ce genre de choses. Surtout aujourd'hui, en tout cas, je trouve, à l'heure où c'est les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de de choses qui sont assez exagérées, beaucoup c'est des gens qui s'affichent beaucoup, et cetera et des fois, ça perd un peu de son authenticité, en fait. Oui, c'est ça, c'est, avant tout, bah, être honnête, faire de son mieux et puis, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, il y aura forcément des gens qui vont être touchés par ce qu'on écrit, par nos histoires. Je pense que c'est important aussi en tout cas dans le monde dans lequel on est, d'amener sa petite lumière parce que c'est quand tu as plusieurs petites lumières ensemble qui forment des grandes lumières et c'est ça qui fait que le monde est beau aussi. C'est vrai et c'est très beau ce que tu dis, je ne peux qu'approuver. Est-ce que tu as une autre question, Audrey? Non? Dans ce cas, on peut peut-être poser, la dernière question? Vas-y, vas-y. OK, elle est pour moi alors. On a une toute dernière question à te poser qui est: Vas-y, c'est ça. si tu devais donner une seule et unique raison de sourire à un auteur ou une autrice auto-éditée, ce serait laquelle? Une seule, c'est tout! Une seule! C'est pire qu'une pitch des 30 secondes. Ah oui, j'avoue, bah, donne-moi plus de 30 secondes pour réfléchir. Tu as plus de 30 secondes pour réfléchir, tu as tout le temps que tu souhaites. Mais il faut prendre une OK. seule raison une seule raison. Si tu devais donner une seule raison de sourire à un auteur indé, ou une autrice indé, ce serait quoi? Bah, je dirais, arrêtez de nous dénigrer. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'au-delà de parce que j'allais dire acheter nos romans, mais oui, 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 mais oui.
Mais je dirais, je pense, ne nous mettez pas tous dans le même panier. Voilà. Ça, c'est si tu parles plutôt à un lecteur? Non, bah, Non, pas tout le monde, ouais. comment dire? Les personnes qui connaissent pas forcément l'auto-édition ou qui voient le monde, comment dire? Le mot auto-édition, parce que je sais que l'auto-édition peut avoir, comment dire? Une image pas forcément glorieuse, pour certaines personnes et Mmh. je pense que faire s enfin, le fait de, d'arrêter de voilà, de trop juger trop vite, je pense que c'est un moyen de se donner le sourire aux auto-édités parce que nous, voilà, on fait comme on peut, on fait avec, les ressources qu'on a, enfin, en tout cas, moi, je demande de pas de enfin, je cherche pas à, comment dire? À juger, ce que font, les autres, je vais pas être derrière, pour leur dire quoi faire donc Complètement. Eh bah, super, tu t'en es bien sortie finalement de cette interview authentique épique. Tout va bien? oui, tout va bien. Eh ben, impeccable. Eh ben, on arrive doucement sur la fin de l'émission. Est-ce que Audrey, tu as d'autres petites questions, d'autres choses qui te sont venues en tête ou pas forcément? Non? Non, C'est tout bon pour toi? oui. Hélène, on te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris et que tu nous accordes aujourd'hui pour nous avoir partagé un peu de toi et un peu de tes œuvres, de tes écrits. Merci beaucoup. Beh, merci à vous, c'était un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. On est très, très ravis de t'avoir reçu ici et puis du coup, on a affiché ton Instagram donc s'il y a des lecteurs et des lectrices qui sont curieux, curieuses, ils vont pouvoir, te suivre assez facilement comme ça sur Instagram et pouvoir te retrouver. Donc on se dit à tout bientôt et merci encore. Merci. Donc merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir découvert notre invité auto-édité. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez fait une belle découverte. Ouais, Qu'en c'était penses absolument génial. Moi, j'ai passé aussi un super moment. On a appris plein de choses. On a pu les challenger, les mettre au défi, découvrir un extrait. Enfin voilà, leur poser plein de questions qui piquaient un petit peu, mais toujours en bienveillance. Et ce n'est pas tout à fait terminé. Il faut que vous restiez avec nous, n'est-ce pas, Audrey? Oui, je crois qu'on a un truc un peu sympa à leur proposer, un peu cosy. Une petite surprise, ouais, donc il faut rester dans le coin, on est d'accord. Donc merci à vous en tout cas d'avoir été présents. Maintenant on passe au moment cosy avec la belle voix d'Abby qui va vous accompagner. Elle va vous proposer de lire le premier chapitre de l'œuvre dont on a parlé tout au long de l'émission. Tout à fait, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre votre plaid le plus doux, une boisson chaude ou fraîche, tout dépendra de la saison, de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Merci Audrey d'avoir été avec moi co-animatrice de cette émission. Merci à notre invité auto-édité. Et puis du coup, je vous laisse vous plonger à votre tour dans son univers avec la lecture du premier chapitre. Le dernier dragon, chapitre 1, Céleste. Feuille de chêne, murmurai-je assez fort pour qu'on m'entende. Force et stabilité. Je cueille le tas qui couvre le sol au pied de l'arbre centenaire et le glisse dans mon sac en bandoulière. Je ramène une mèche châtain qui tombe devant mes yeux derrière mon oreille, me retourne en percevant un léger rire dans mon dos. Katia m'observe, une lueur d'amusement dans ses iris noirs charbon. Ses rides se creusent autour de ses paupières et de ses lèvres lorsqu'elle les étire en grand. Que se passe-t-il demandai-je en souriant à mon tour. Elle éclate à nouveau de rire. Sa tête part en arrière, ses cheveux grisonnants vagabondent dans son dos, caressent son bassin en produisant de légers mouvements fluides. Les premiers rayons du soleil viennent s'échouer sur son visage pâle, alors qu'elle pose son regard sur moi. Tu continues de réciter les propriétés de toutes les plantes que tu cueilles, alors que tu les connais par cœur, remarque-t-elle. Tu es un mystère de la nature, Hazel. Je hausse les épaules, me penche pour ramasser de nouvelles feuilles vertes. J'en ai pris l'habitude depuis que tu m'as enseigné le métier de guérisseuse, dis-je. Cela m'aide à me concentrer en plus d'apaiser mon mental. Katia réduit la distance qui nous sépare, attrape mon visage en coupe avec ses mains. Le contact de ses doigts froids sur ma peau me soutire un léger frisson. Depuis qu'elle a été victime de la carditis l'année dernière, son corps ne produit plus autant de chaleur qu'avant. Les effets de la maladie lui ont laissé des traces qui ne disparaîtront jamais complètement. Nausées, vomissements, migraines à répétition,
Palpitations et arrêt cardiaque, le cardilis a frappé Slovenia comme un tremblement de terre, annihilé des hectares de plantations. Personne ne s'y est préparé. Personne n'en connaissait le remède. Katia y a survécu. Mes parents n'ont pas eu cette chance. Penses-tu à eux s'enquiert-elle en surveillant mon expression. Je cligne des paupières, un nœud serre ma gorge. Un an s'est passé depuis leur décès. Âgés tous les deux de 66 ans, ils se sont battus pendant 3 mois contre la maladie, avant d'y succomber. Un matin, leur cœur a cessé de battre et j'ai su que je ne les reverrai plus. Malgré toutes mes connaissances médicinales et ma magie, je n'ai pas réussi à les guérir. Ce fait me hante depuis 12 mois. Katia, la meilleure amie de ma mère, est la seule famille qu'il me reste. Je la considère comme ma tante, bien que nous ne partagions aucun lien de sang. La savoir près de moi, la voir en vie, me raccroche à eux. Elle connaît ma souffrance, elle la ressent tout autant. Tous les jours, réponds-je d'une voix rauque. Il ne se passe pas une minute sans que je ne pense à eux. Je ne cesse de me répéter que si je m'étais plus renseignée sur le cardilis, j'aurais peut-être pu les sauver, eux aussi. Les mains de mon ami pressent un peu plus mon visage. Je lis dans son regard une douceur vive entremêlée d'une force brute. Tu n'es pas responsable du décès de tes parents, me rappelle-t-elle. Tu as fait tout ce que tu pouvais avec les connaissances que tu détenais. Je ne connais pas de meilleure guérisseuse que toi à Sova. Et puis, tu as fini par trouver l'antidote à cette fichue pandémie. Tu as tout de même aidé les médecins royaux à le préparer. Tu es celle qui a sauvé des milliers d'autres vies. Elle parvient à me soutirer un faible sourire. Elle a raison. Le cardilis a été contenu et ceux qui l'attrapent aujourd'hui se rétablissent entièrement, grâce aux potions que nous avons confectionnées après des semaines à autopsier les corps des victimes et à combiner nos pouvoirs. Ma tante s'en est sortie parce que ses premiers symptômes se sont réveillés bien après ceux de mes parents. Elle ne serait plus de ce monde, sinon. J'aurais aimé connaître l'origine de cette mystérieuse maladie, avouai-je. Elle est apparue de manière si soudaine. Une part de moi reste persuadée que j'aurais pu m'y préparer. Les préparer. Certains pensent qu'elle est liée au déséquilibre qui affecte Sovenia depuis la disparition des dragons. Je lève un sourcil, perplexe. Je n'en ai jamais entendu parler. Ceux qui y croient ne le crient pas sur tous les toits. Tout ce qui touche aux dragons est un sujet tabou, à Sova. Mieux vaut ne jamais l'aborder si tu ne veux pas avoir de problème. J'acquiesce en silence. Ces créatures ailées ont fui le royaume il y a 25 ans, à la fin d'une guerre sans merci, ayant opposé les dragonniers, ceux qui étaient liés à des dragons, et notre roi, Cassius. Grâce à lui, nous vivons en paix depuis plus de 2 décennies, et le peuple qui a causé ce conflit n'existe plus maintenant. Notre pays n'a jamais été aussi prospère d'après mes parents. Eux ont vécu ces atrocités. Je n'étais qu'un bébé quand elles ont cessé. Je n'en ai aucun souvenir. Y crois-tu demandai-je à Katia, à ce déséquilibre. Elle ramène ses mains le long de son corps et hausse les épaules. Je dois reconnaître que nous ne subissions pas autant de catastrophes de ce genre avant. Mais de là à dire que c'est à cause du départ des dragons, on me paraît surréaliste. Ces gens ne se basent sur rien d'autre que des paroles prononcées par l'une des chefs des dragonniers il y a 25 ans, avant que Cassius l'élimine et nous libère de 5 années de guerre. Quelles paroles! Katia tire un poignard de sa ceinture. Sur le manche en bois, une gravure du blason sauvénien. Une couronne sertie d'épis, d'orge et d'avoine. Elle se penche vers un amas d'achillées millefeuilles et en coupe quelques tiges qu'elle glisse dans son sac. Souvenia ne peut perdurer sans les dragons. Chassez-les et c'est le royaume tout entier qui périra. Un frémissement glacial descend de mon échine. C'est une menace, protestai-je. Ma tante me lance un clin d'œil amusé. Certains sont persuadés qu'elles avaient raison. Ce ne sont que des spéculations après tout. Ce qui importe à l'heure actuelle, c'est que nous ayons de quoi soigner tes patients. Rentrons à Sova. Ta boutique ne s'ouvrira pas toute seule et mon sac est plein. Je ne peux plus rien ajouter. Je lève les yeux vers la cime des arbres qui dissimulent en partie le ciel rosé. 1 heure s'est déjà écoulée depuis que j'ai rejoint Katia à l'entrée de la forêt. La capitale va bientôt se réveiller. Je te suis. Nous regagnons l'orée du bois qui s'étend à l'est de la ville, puis traversons un grand champ de culture. Devant nous, les murailles de Sova s'imposent dans le paysage. La lumière du soleil se reflète à peine sur leurs roches anthracites, granuleuses,
hautes de plusieurs mètres, d'une épaisseur incassable et d'une solidité improbable, elles font la fierté du royaume. Elles n'ont subi aucun dommage, même pendant l'ancien conflit. Il parie qu'elles servaient de perchoir pour les dragons à l'époque. Je laisse mon regard vagabonder sur les épis d'orge et de maïs. Il y a 25 ans, cet endroit n'était qu'une vaste plaine accessible uniquement aux dragonniers et leurs dragons. Comme ils ont disparu pour de bon, tout ce qui s'apparentait à leur caste n'existe plus aujourd'hui. Tu devrais faire une pause, lâche soudain Katia alors que nous dépassons les portes principales du bas quartier de la capitale. Ici, les rues sont moins larges que dans le haut quartier et les maisons plus petites. Cependant, la qualité de vie reste similaire. Nous ne manquons jamais de rien. Une pause? Oui, tu pourrais fermer la boutique pendant 2 semaines et partir te ressourcer près du fleuve Cristal. Les premiers villages ne sont qu'à 5 heures de chevauchée de Sova. Et puis, ce serait l'occasion pour toi de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être même ton futur mari. J'esquisse une grimace. Je ne souhaite pas me marier, rétorquai-je. Je ne ressens pas non plus l'envie de quitter la ville ou de prendre des vacances. J'ai de nouveaux patients tous les jours qui ne demandent qu'une chose, que je les soigne. Je ne peux pas les laisser. Il existe d'autres guérisseurs en ville qui se feront un plaisir de te remplacer, m'assure Katia. Mes patients refusent d'aller voir ailleurs. Ils ne jurent que par mes potions. Et je les comprends. Tu es l'une des meilleures dans ton domaine. Ta magie est incroyable, bien plus efficace que la mienne. Nous possédons la même essence magique, toutes les deux, celle de puiser dans les énergies des végétaux. Elle a commencé à se développer à mes 15 ans. Avant cet âge, la magie est la même pour tous et nous la considérons comme neutre, car elle ne cible pas un domaine particulier et sa portée reste minime. Le jour où j'ai compris que la mienne serait connectée aux végétaux, je me suis pas posé de questions. J'ai choisi la voie de la guérison. Pendant 8 ans, j'ai suivi les enseignements de Katia, et aujourd'hui encore, alors que j'ai 25 ans et que je ne suis plus son élève, il m'arrive de lui demander conseil. Je ne peux donc pas partir, notai-je. Je me porte volontaire pour garder ta boutique en ton absence, insiste-t-elle. J'en ai tenu une durant 37 ans. Ton corps a besoin de repos, je refuse que tu tombes malade une nouvelle fois parce que tu auras trop travaillé. Elle me jette un regard incrédule par-dessus son épaule. Me considères-tu trop vieille pour gérer un commerce? J'entends à sa voix que je l'ai blessée. La cardiaque a affaibli ton corps, soupirai-je. Tu es la seule personne qu'il me reste. Je ne veux pas te perdre. Elle s'arrête en plein milieu d'une rue pavée peu fréquentée à cette heure et se tourne pour me faire face. Tu ne me perdras pas, m'assure-t-elle. J'ai encore de belles années à vivre. Je la gratifie d'un sourire doux. Fronçant les sourcils, elle pose les mains sur ses hanches. D'ailleurs, comment se fait-il que tu restes constamment avec une dame comme moi? N'as-tu pas des amis de ton âge avec qui profiter? Quand j'étais plus jeune, je voyageais. Je ne m'encombrais pas d'aînés. Je m'ouvrais au monde. Je la dépasse en levant les yeux au ciel. M'engage dans l'allée qui mène à ma boutique. En tournant la tête, j'aperçois le bout des tours carrées du palais royal. Situé à l'extrémité du haut quartier, sa taille surplombe n'importe quelle autre habitation de Sova. Il est bâti dans la même pierre rugueuse et opaque que celle des remparts et se trouve entouré de jardins magnifiques. Je suis toutefois trop loin pour voir les arbustes à peine fleuris en cette saison ou pour entendre les clapotis de l'eau des fontaines. L'hiver a été rude et le printemps plus tardif que les années précédentes. Néanmoins, il offre à Sovenia un souffle de renouveau appréciable, tant pour mes yeux que pour mon cœur. Je n'aime pas voyager, dis-je en toute simplicité alors que Katia m'emboîte le pas. Partir seule vers des endroits inconnus m'angoisse, et j'adore ma vie à la capitale. Elle me convient. Je suis épanouie, je n'ai besoin de rien d'autre. C'est en voyageant que l'on découvre de nouvelles plantes, argue mon ami. Tu n'as cessé de me répéter au cours de mon apprentissage que la grande majorité des espèces végétales prospéraient autour de Sova. Ma tante marmonne entre ses lèvres. J'aurais sûrement dû me taire. Nous nous arrêtons devant une petite échoppe à la vitrine remplie de bocaux et de pots de fleurs. Je récupère la clé dans ma poche et déverrouille la porte. Katia me tend son sac. Merci de m'avoir accompagnée, dis-je en acceptant son bien. Tu sais que je ne refuse jamais un moment avec toi, ma chérie. Elle m'attire dans ses bras. On se voit demain et tâche de réfléchir à ma proposition. Je ne rigolais pas quand je t'ai dit que tu méritais 2 semaines de vacances au bord de l'eau. Elle disparaît à l'angle de la rue et j'entre dans ma boutique en soufflant. Je ne suis pas une grande aventurière. Pourquoi est-ce si dur à comprendre?
Je me déleste des 2 sacs et vide leur contenu sur la table qui me sert de comptoir, au fond de la pièce. Potions, tisanes, onguents et autres mixtures magiques s'alignent sur des étagères au mur. Des plantes grimpantes investissent le plafond et à droite de la salle, 2 fauteuils en tissu beige se font face. Je baisse le regard sur le portrait de mes parents, dressé sur le coin du meuble. Je n'étais qu'un bébé quand ils ont commandé ce dessin. Ma mère m'avait recueilli sur le seuil de leur maison, 10 jours plus tôt. J'étais un miracle sorti de nulle part. L'enfant qu'ils rêvaient d'avoir sans succès. Galter et Fernval m'ont adopté sur le champ, certains que mes parents biologiques ne viendraient pas me chercher. Ils ont eu raison. J'ai grandi avec leur amour sans savoir d'où je venais. Eux n'en avaient aucune idée quand ils m'ont confié mes origines. Ils me chérissaient. C'était tout ce qui m'importait. Mes doigts tremblent légèrement quand je me saisis du cadre. Vous me manquez, soufflai-je en caressant leur visage du pouce. Les cheveux bruns de ma mère étaient aussi lisses et fins que du fil de couture, à l'opposé des mèches blondes et frisées de mon père. Il jouissait d'une carrure large, parfois intimidante alors que le corps de ma mère était mince et petit. Le seul détail physique qui les liait était la couleur de leurs yeux, un bleu tacheté de gris. N'étant pas leur enfant biologique, je ne leur ressemble pas. J'ai les yeux en amande et d'un noisette très clair. De petits grains de beauté se battent sur mon nez et ma peau bronzée contraste avec celle, plus blanche, de mes parents. Quelques mèches d'un blond foncé se dispersent dans mes cheveux châtain lisse. Je les ai colorés moi-même en utilisant un mélange à base de camomille. Je repose le portrait en m'efforçant de sourire. Je prends le temps de m'entraîner au DAG 2 fois par semaine, papa, et je ne me sépare jamais de celle que tu m'as offerte à mon 18e anniversaire. J'ajoute, la voix cassante. Je commence à oublier le goût du porridge au noix que tu cuisinais tous les jeudis, maman. Même si Katia m'en prépare souvent, il n'a pas la même saveur. J'essuie la perle salée qui apparaît au coin de mon œil, inspire en profondeur. Ce n'est pas le moment de craquer, Az. Ta première patiente arrive. J'ai tout juste le temps de reposer le cadre et de me racler la gorge que le carillon de la porte d'entrée se met à teinter. Puis, une légère secousse gronde sous mes pieds.